Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à Vox Hebdo sur Vox TV. Sur ce plateau m'accompagne Albert Nyanzuguta, directeur des publications de la Semaine africaine, un habitué de Vox Hebdo. Bonjour Albert. Bonjour. En face d'Albert, nous avons Prince Honneur Abanzounou, journaliste. Bonjour Prince. Bonjour Christophe. À côté de Prince, nous avons Spline Arambungu, rédacteur en chef à la radio rurale. Bonjour Spline. Bonjour Christophe. Soyez les bienvenus à cette nouvelle édition de Vox Hebdo. L'actualité à décrypter touche les manifestations au Nigeria, l'abstention du groupe UPADS à l'Assemblée nationale lors du vote de la loi sur la création de nouveaux départements. Ça, c'est ce que nous allons examiner dans la première partie. Et nous avons l'annulation de la Coupe du Congo dans notre deuxième partie. Suivons cet élément pour aborder notre premier sujet. Une nouvelle journée de mobilisation contre la mauvaise gouvernance et la hausse du coût de la vie se déroulait vendredi sous haute sécurité. Au moins 5 États ont été placés sous couvre-feu, tandis que dans la capitale Abuja, les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes sur un petit groupe de manifestants. J'étais présent à cet endroit où la police lançait des gaz lacrymogènes sur les citoyens qui manifestent pour sauvegarder les droits fondamentaux énoncés dans la constitution du Nigeria. Aucun citoyen nigérian ne doit avoir peur. Ce pays nous appartient à tous de manière égale. Nous sommes tous concernés et nous avons le droit de participer à des manifestations pacifiques. Nous avons le droit de rappeler notre gouvernement à l'ordre. Les participants aux manifestations baptisées End Bad Governance in Nigeria, mettre fin à la mauvaise gouvernance au Nigeria, demandent au président de revenir sur certaines réformes, comme la suspension de la subvention au carburant et de mettre fin à la souffrance et à la faim. Selon Amnesty, 6 personnes ont été tuées jeudi dans la ville de Suleja, près de la capitale Abuja, 4 à Maiduguri et 3 à Kaduna, lors des manifestations qui ont fait descendre dans la rue des milliers d'habitants. L'ordre est qu'ils protestent à l'intérieur du stade. Et nous avons demandé que chaque groupe qui manifestera se présente à la police et la prévienne. Aucun groupe n'a prévenu la police. Nous sommes seulement venus ici pour voir quelques personnes et nous leur avons dit « Vous ne nous aviez pas prévenus et vous vouliez manifester donc. Vous devez suivre l'ordre du tribunal. Deji Adeou, l'avocat, est au courant. L'ordre stipule qu'il faut manifester à l'intérieur du stade. Nous n'empêchons personne de manifester. Mais regardez comment il bloque la route express. » Vendredi, le calme est revenu dans la deuxième plus grande ville du pays, Kano, où des affrontements intenses avaient eu lieu la veille entre la police et les manifestants. Pour éviter de nouveaux débordements, la police nigériane a été placée en état d'alerte. Les organisateurs de la manifestation, une coalition informelle de groupes de la société civile, ont promis de poursuivre leurs actions dans les prochains jours, malgré les avertissements des autorités. Alors nous avons vu que depuis le 1er août, les Nigérians organisent des rassemblements pour protester contre la hausse des prix et contre la mauvaise gouvernance. Des manifestations réprimées par la police. Alors, Albert, comment appréciez-vous cette action du peuple nigérian? Oui, non, c'est une des actions, je pense, qui pourrait être qualifiée de normale, dans ce sens où les citoyens, comme le disait un des manifestants dans l'élément que nous venons d'écouter, ils veulent rappeler aux gouvernants que ce pays-là appartient à tous et qu'il est de leur devoir à eux de bien le gouverner, d'appliquer les règles de bonne gouvernance pour le bienfait de tous les Nigérians. Ça, c'est une chose. Et d'ailleurs, vous avez vu que le malaise qui est exprimé ici au Nigeria est un malaise qui n'est pas, j'allais dire, unique ou réservé uniquement à la partie anglophone de notre continent, ni aux pays les plus populeux, si l'on peut dire. C'est une conséquence d'une situation, d'une prise de conscience de la citoyenneté, en disant, voilà, nous sommes dans un pays et personne ne nous a acculés à la fatalité du mal vivre. Donc, c'est une très bonne chose.
premier producteur de pétrole en Afrique, le Nigeria, ne devrait pas être, en tout cas, celui-là qui connaîtrait des problèmes de ce genre. Oui, c'est une bonne chose, mais nous avons vu l'action de la police envers ces manifestants. Est-ce que l'action de la police, elle est légitime dès lors qu'on parle des morts d'hommes? Dès qu'il y a mort d'homme, même si elle avait été légitime, cette action de la police cesse de l'être. Ça, c'est vrai, il faut dire les choses comme elles sont. Mais d'un autre côté, le Nigeria ici a fait ou fait preuve d'attachement à une vision de la démocratie qui passe par le respect des règles, des normes. Or, ces règles et ces normes ne peuvent pas être respectées uniquement par les citoyens. Elles doivent l'être aussi par les gouvernants, par les promesses qu'ils font, par le simple fait qu'ils soient là en place, en train de diriger le pays. Ça veut dire qu'ils prétendent être à même de satisfaire les besoins de tout le monde. Donc, ça n'est certainement pas cela, mais nous devons quand même reconnaître que c'est un pays qui fait des efforts pour rester à peu près attaché à la démocratie dans une région où, comme l'avait dit le président français Emmanuel Macron, on souffre d'épidémies de coups d'État. Le Nigeria est resté, collé à une espèce de respect de l'alternance politique. Donc voilà, l'un dans l'autre, nous pouvons faire la balance et nous dire verre à moitié vide ou verre à moitié plein, il faut faire le choix. Spleen, nous avons vu pour discipliner ou pour contrer la manifestation, nous avons eu la police qui a tiré puisqu'il y a eu des morts. Est-ce que dans ce genre de cas, la police devrait avoir des armes à feu pour contrer ou encadrer une manifestation? Déjà, de nature, la police n'a que ça comme moyen pour dissuader, que ça soit pour réprimer, que ça soit pour dissuader, mais elle fait toujours preuve, elle fait toujours montre. Est-ce que là, on avait besoin de réprimer ou d'encadrer dans le cas du Nigeria? Nous avons suivi un officier de police qui a dit qu'il y a un groupe qui n'était pas passé informer la police pour dire qu'elle devait manifester. Donc, elle a surgi brusquement, c'est comme une incursion dans ces manifestations et puis il fallait bien que la police puisse la ramener à l'ordre et c'est là où il dit nous les avons invités de venir répondre devant le tribunal. Oui. Donc je crois que la police, pour vous donner raison, pour ceux qui pensent que la police n'aurait pas pu utiliser les armes, oui, mais en même temps ils ont utilisé la bonne procédure qui consiste à convoquer les gens devant les tribunaux et ils l'ont fait. Oui, Prince, la police a convoqué, mais malheureusement, il y a eu mort d'homme. Ça veut dire que la police a utilisé les armes à feu avec des balles réelles. Est-ce que dans ce genre de cas, c'est légal ou légitime? Bon, vous savez que quand le doyen l'a dit, quand il y a mort d'homme, on met en cause la présence de la police. Mais ce qui est sûr, en suivant cet élément, toute manifestation publique ou populaire devrait être au moins assortie d'une autorisation. Donc, vous pouvez pas, dans un pays, vous lever de bon matin pour commencer à manifester, malgré que vos revendications sont légales. Pourquoi je le dis? Parce que vous avez constaté que dans cet élément, il y a eu les hommes en uniforme qui sont sur le terrain pour préserver. Parce que c'est pas tous les habitants du Nigeria qui sont sortis. On dit bien c'est un groupe informel. Donc on ne maîtrise pas. Est-ce qu'ils répondent à l'appel d'un mouvement ou d'un syndicat, malgré tout ce qu'ils sont en train de réclamer? Je crois qu'ils devaient encadrer leur manifestation. Mais qu'à cela ne tienne, dans les revendications, ils demandent au président d'agir. Pourquoi? Parce que nous le savons bien, le Nigeria, c'est le premier pays producteur du pétrole. C'est le premier pays le plus peuplé en Afrique. Donc, les attentes sont tellement nombreuses pour le présent qui n'est qu'à
une année, un mois depuis qu'il est arrivé aux affaires. Et là aussi, le président ne paye que ce que ses prédécesseurs ont laissé. Lorsqu'il vient trouver cette situation, je sais que c'est pas en une année qu'il devait tout résoudre, mais les revendications doivent être encadrées juridiquement pour qu'il n'y ait pas mordant, pour qu'on ne puisse pas sortir hors le contexte. Oui, nous sommes dans le formel ou l'informel, mais est-ce que le fait que les manifestants n'ont pas reçu l'autorisation justifie, parce que c'est là où le problème justifie, le fait est justifié pour qui la police tire à balles réelles. Est-ce que la police n'a pas un autre moyen pour dissuader les manifestants? Tirer à balles réelles, je n'ai pas suivi dans cet élément. Les gens dire que la police a tiré à balles réelles. Nous savons que les ONG ont toujours l'habitude de véhiculer tel message qu'on a tiré à balles réelles. Est-ce que c'est ce qui s'est fait à Lagos? Je ne crois pas. Mais ce qui est sûr, s'il y a mort d'homme, c'est que la police n'a pas d'autre moyen pour réprimander. Quand il arrive devant une foule, la police a d'abord mission de sensibiliser, de persuader avec les armes qu'il a. Pour rebondir, Chrysostome, vous savez que le Nigeria, c'est une tradition. Quand le président Marien Ngouabi ici écrivait dans un poème que Brazzaville était l'une des villes les plus agitées de l'Afrique, mais vous allez constater que le Nigeria, je crois, c'est le pays le plus agité de l'Afrique. Et finalement, ça devient comme un réflexe, c'est un réflexe pour tout policier. Au Nigeria, il y a quoi? Vous avez la corruption, qui aboutit toujours à quelque chose comme les crimes. Vous avez donc cette criminalité. Et vous avez le terrorisme avec Boko Haram. Donc, la police est obligée de mobiliser tout ce qu'elle a comme moyen pour prévenir, parce que une manifestation peut en cacher une autre. Ok. La police a pris comme de précautions, mais ce sont des faits quand même nous pouvons déplorer. Nous allons passer maintenant à notre prochain sujet qui est relatif à l'abstention du groupe UPADS à l'Assemblée nationale lors du vote du projet de loi présenté par le gouvernement sur la création des nouveaux départements. Les projets de loi portant création, redéfinition et érection des départements, districts et communes urbaines approuvés à l'Assemblée nationale n'ont pas rencontré l'assentiment du groupe parlementaire de l'UPADS, parti de l'opposition qui s'est abstenu lors du vote. Le fait de vouloir aller dans la précipitation, alors que les faits que M. le ministre lui-même nous a présentés ne justifient pas cette précipitation. Voilà, mon président, l'incompréhension. L'incompréhension aussi du fait que nous sommes actuellement au programme avec le FMI. Le gouvernement nous dit clairement qu'il y a des problèmes budgétaires et que nous ayons une démarche rationnelle, pas une démarche partisane subjective. Les 7 abstentions enregistrées n'ont pas empêché les 104 suffrages favorables à cette réforme de l'administration territoriale. Cette création se justifie par la volonté de rapprocher l'administration des administrés. Elle permet en outre de créer des conditions favorables au développement local. Le gouvernement appelé à accélérer le processus de décentralisation et du développement local prévoit faire fonctionner ces nouvelles entités administratives à partir de 2027. Il n'y aura pas modification et nous attendrons 2027 pour le reste. Je voudrais dire, soyez rassurés que ce processus va se poursuivre. Sur le problème budgétaire, vous allez recevoir certainement pendant votre session budgétaire des inscriptions proposées pour tout ce programme. La problématique du financement de ces nouvelles administrations en création reste une interrogation entière au regard de la crise financière que secoue actuellement la République du Congo. Alors, nous avons vu que lors du vote de la loi créant les nouveaux départements à l'Assemblée nationale, le groupe UPADS, qui représente l'opposition, n'a pas à voter. Il s'est abstenu. Alors, Spleen, est-ce que
quand vous regardez, que représente cet acte d'abstention? Oui, mais ma première réaction, c'est d'abord me poser la question pourquoi un vote contraire? Soit-il un vote de l'opposition, comme c'est à quoi nous assistons, une abstention du côté de l'opposition, peut-il poser un problème? Dès lors que nous savions que, dans un principe, il y a 3 votes. Nous avons un vote pour, nous avons un vote contre, et au milieu, nous avons l'abstention. L'UPADS en tant que parti de l'opposition, mais je crois que l'UPADS ne s'est pas abstenu plutôt, parce que c'est un parti de l'opposition. Non, du tout. Mais l'UPADS l'a fait en toute responsabilité. Et il faut aussi dire que ceux qui ont voté pour l'ont fait aussi en toute responsabilité, puisque les arguments ont été évoqués. Les uns comme les autres ont évoqué les arguments pour lesquels soit qu'ils ont été pour, soit qu'ils se sont abstenus. Et dans le cas de l'Assemblée nationale, dans le cas d'un examen d'un projet de loi comme celui-là, mais c'est que les députés ont dû fouiller. Il y a des fouilles archéologiques qui précèdent les débats. Et par exemple, ils pouvaient faire recours à la loi de 2003 qui date bientôt d'un quart de siècle sur l'organisation, la modification et certainement la suppression des départements. Il y a une loi de 2003 qui organise tout ça. Oui, mais est-ce que là, l'UPADS, si elle s'est abstenue, est-ce que ne doute-t-il pas un peu, c'est qu'elle n'a pas confiance en ce que le gouvernement a proposé comme projet? Non, il ne s'agit peut-être pas de la confiance, mais il s'agit certainement qu'ils ont regardé cette loi-là. Parce que si vous la regardez, il y a, par exemple, les départements qui ont été bien définis. Qu'est-ce qu'un département c'est défini? Qu'est-ce qu'une commune c'est bien défini? Et qu'est-ce qu'un arrondissement c'est bien défini? Qu'est-ce qu'un district c'est bien défini? Et vous savez que dans une loi, une virgule mal placée, ou alors une conjonction qui a été oubliée lorsque on présente la loi, peut créer cet état de choses. Je vous prends un exemple. Lorsque je prends la définition d'un département. Qu'est-ce qu'il dit? Le département est l'entité administrative qui assure le relais de l'action gouvernementale sur une portion du territoire national. Il est aussi un ensemble de districts et de communes résultant d'une même entité géographique. Mais regardez très bien ce qui vient d'être fait. Ici, il s'agit d'un ensemble de districts et de communes. Mais il ne s'agit pas d'un ensemble de districts ou de communes. Et regardez les départements. Quelques départements qui ont été érigés, il n'y a pas de communes à l'intérieur. À ne pas confondre avec les communautés urbaines, les communautés rurales. Parce que, je ne sais pas si c'est le préambule, mais il y a une disposition qui dit ceci, que la République du Congo, autrefois découpée en régions et répartie en départements, en communes, en arrondissements, en districts, en communautés urbaines, en communautés rurales, quartiers et villages. Donc vous voyez, il ne faut pas confondre les communautés rurales, les communautés urbaines et la commune. Mais quand vous regardez, je prends le cas de Ziba. Y a-t-il une commune? À l'intérieur de la commune, y a-t-il des arrondissements? Et vous allez même plus loin, regardez cette loi. Elle dit même quelque part que pour que ça soit un département, il faut qu'il y ait un minimum de développement économique et social.
Regardez les entités qui ont été érigées en département. Est-ce que ce minimum-là existe? Donc, tout un tas de choses qui pouvaient pousser l'UPADS à prendre cette position. Et puis, c'est peut-être là où je vais finir. Rappelez-vous que il y a quelque temps, le premier secrétaire général de l'UPADS était opposé au recrutement des militaires. Il était opposé pourquoi? Il a avancé une raison telle que la priorité n'était pas celle-là. La priorité se trouvait ailleurs. Elle pouvait se trouver où? Dans les hôpitaux, où il n'y a plus d'infirmiers. Donc, il pensait que on pouvait pourvoir ailleurs, où les besoins sont plus pressants qu'au niveau de l'armée, parce que c'est pas demain que l'Angola ne va nous attaquer. C'est pas demain que la RDC va nous attaquer. Donc, les priorités peuvent se retrouver ailleurs. Donc, c'est un problème peut-être qui a motivé l'UPADS de prendre une position prudente. Une position prudente. Ok, Prince. Bon, je retiens de son argumentaire que ceux qui ont voté pour l'ont fait en tout état de cause. Ceux qui se sont abstenus l'ont fait en tout état de cause. Et je crois que dans le principe de la gestion d'un État, gouverner, c'est prévoir. Quand on parle de gouverner, c'est prévoir. Oui, il y a les priorités ailleurs, mais je crois que l'État est en train de prévoir. L'État n'a pas dit qu'on crée les 3 départements aujourd'hui et ça commence à fonctionner demain. Le fonctionnement de ces départements est prévu pour 2027. Ce qui revient à dire que les choses restent telles qu'elles sont, sans changement. Oui, l'État est en train de prévoir, d'accord. Mais depuis que le Parlement est là, de mémoire, tout un groupe qui s'abstient pour voter une loi. Est-ce que c'est tout ça la force ou la faiblesse de la démocratie. Avant de venir en plénière adopter ce projet de loi, ils étaient en commission. Le gouvernement représenté par le ministre en charge de la décentralisation, je suis sûr et certain qu'elle a été écoutée en commission. Et cette commission n'est pas constituée uniquement des membres de la majorité. Je crois qu'il y a ceux de l'opposition. Les amendements, c'est sûr qu'ils ont pu les apporter au sein de cette commission. Maintenant, les 7 abstentions de l'UPADS n'ont pas empêché que la démocratie évolue. C'est tout ça. Votre projet dit, c'est la force ou la faiblesse de la démocratie. Mais j'ai suivi le député Jérémy Lissouba qui demandait qu'on puisse encore renvoyer ce projet en commission. C'est sûr il y a certaines choses qui devaient amender, mais j'ai aussi suivi le député Exaucé Gambili, rapporteur de la commission, qui a donné les avantages. Pourquoi le gouvernement a mené ce projet à être adopté. Déjà, le projet adopté en Conseil des ministres, il y a si je ne me trompe pas, c'est le 3 juillet dernier. Un mois après, on emmène à l'Assemblée. Donc, ils ont eu le temps pour regarder. Quand ils parlent de communes, des districts, de quelques développements économiques et sociaux. C'est la loi. C'est la loi qui le dit. La loi a été initiée par les hommes. Et il y aura toujours une autre loi pour corriger. Donc, ce qui revient à dire s'il y a lieu de corriger. S'il y a lieu de corriger, oui, c'est fait par les hommes. Donc, de la même manière qu'on prévoit les 3 départements, il y aura les textes d'application, les textes qui vont accompagner le fonctionnement de ces 3 départements. Je ne vois pas en mal, on redéfinit. On dit bien, ce projet de loi parle on redéfinit. Certes, il y a des départements plus vastes que ce qu'on a redéfini, mais si l'État a constaté qu'il était opportun de redéfinir ces départements, je crois que c'est aussi une manière de rapprocher, comme a dit le rapporteur, l'administration vers l'administré. Alors, Albert, l'abstention du PADS, ça montre qu'il y a malaise pour cette loi. Moi, je ne dirais pas qu'il y a malaise. C'est son droit le plus absolu de voter pour, de voter contre ou de s'abstenir. Ça, il n'y a pas de doute. Et d'ailleurs, je note que en le faisant, peut-être que certaines personnes ont dit « Ah, l'UPADS, enfin, s'exprime ». Parce que jusqu'ici, on ne savait plus, on ne comprenait plus très bien entre les agitations internes au parti, entre les pics de la majorité sur elle,
on savait plus très bien où se situait l'UPADS d'ailleurs. Donc, on savait pas si c'est un parti de la majorité ou un allié. Donc là, l'UPADS vient de reprendre sa place. Donc, de reprendre sa place, et c'est une très bonne chose. Je veux dire, enfin, l'UPADS respire très certainement pour le bien de ses administrés. Et donc, qu'elle s'abstienne ici, ou plus tard, ou pour d'autres sujets, ne va que dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de nous transformer tous en béni oui-oui et aller à l'Assemblée et dire, bon, voilà, la majorité l'a voté ou l'a suggéré, nous ne pouvons que suivre. Donc ça, voilà. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que il y avait lieu de changer? Ça aussi, c'est un autre débat. Moi, j'ai entendu le porte-parole de la majorité ici dire que c'était pour rapprocher l'administration de l'administré. Et cette phrase, cet argumentaire, nous l'avons déjà entendu lorsqu'il s'est agi de transformer les départements, enfin, les régions en départements. Et alors, si on en arrive maintenant à en créer 3 autres, cela veut dire que la première formule n'a pas fonctionné et que celle-ci vient comme pour ajuster les choses telles qu'elles devraient être. Ce que je ne crois d'ailleurs pas. Moi, je dis, vous savez qu'on s'appelle région ou département, c'est pas ça qui va empêcher le tribalisme, qui va empêcher qu'il y ait du favoritisme au recrutement, qui va empêcher qu'il y ait de la corruption dans notre pays. Donc, ça n'a strictement rien d'avantageux pour la nation. Ok, voilà. Ça n'a rien d'avantageux pour la nation. Nous sommes arrivés au terme de ce deuxième sujet. Nous observons une pause.